Je souhaite la bienvenue à tout le monde pour le séminaire présenté par Francis Maisonneuve. Il est candidat au PhD en comportement organisationnel et ressources humaines affilié au pôle santé et chargé de cours au département de GRH à HEC Montréal. Je vous souhaite la bienvenue pour le séminaire d'aujourd'hui qui est sur le thème de l'auto-soin psychologique et détresse morale dans les réseaux de la santé au Canada, facteurs de risque et de protection. Je donne la parole à notre directeur du pôle santé, Denis Chenevert, et professeur titulaire à HEC Montréal pour le département de la gestion des ressources humaines. Merci beaucoup et bonne écoute. Merci, Ève. Bonjour à tous, bienvenue à ce séminaire. Nous avons l'honneur et la chance de pouvoir écouter ce midi Francis Maisonneuve, étudiant au doctorat et candidat au doctorat à HEC Montréal au pôle santé. L'étude en question vient d'une interrogation qui a été menée par une équipe de Queens et d'HEC Montréal sur quels sont les principaux facteurs qui accroissent les risques d'épuisement professionnel et qui agissent sur la santé des soignants. Plusieurs déterminants ont été identifiés dans la littérature depuis les 20 dernières années, donc il y a eu énormément d'études sur ces questions. Deux facteurs ont plutôt, je dirais, intéressé l'équipe de recherche. Ce sont des facteurs qui ont été jusqu'à présent peu étudiés relativement à ces problématiques de santé et mieux-être chez les soignants. Le premier est l'auto-soin psychologique et le deuxième, la détresse morale. Donc, dans quelle mesure le personnel soignant peut agir sur la qualité et la dynamique au sein de son équipe de travail, donc son équipe de soins. Donc, dans quelle mesure il a un rôle à jouer, un rôle proactif à jouer sur la qualité de vie et je dirais la dynamique au sein des équipes de soins. Donc, c'est un élément qui a été peu traité. Et finalement, la détresse morale, c'est donc l'intérêt de comprendre dans quelle mesure les soignants, les médecins et le personnel des équipes soignantes sont positionnés dans des situations où ils doivent prendre des décisions qui ne respectent pas nécessairement toujours leur code déontologique et qui ne respectent pas toujours leurs valeurs. Et c'est cette dimension dans laquelle ils sont positionnés qui est souvent poussée par des principes je dirais, d'économie de coûts et de pression à l'efficience, les amène à devoir poser des gestes ou à prendre des décisions qui peuvent prêter regard à des problématiques de stress et d'épuisement relativement avec l'étendue de ces situations qu'on retrouve principalement dans le système de santé au Québec. Donc, c'est ces problématiques que Francis va nous présenter aujourd'hui. Et comment y faire face et quelles sont les solutions potentielles pour aider le personnel soignant dans les systèmes de santé canadiens. Donc, Francis, je te laisse la parole et je vous souhaite un bon séminaire. Merci beaucoup, Eva et Denis, pour cette belle introduction. Donc, on va effectivement se lancer dans la présentation d'un projet de recherche qui a été assez captivant, donc sur l'auto-soin psychologique et la détresse morale. Donc, pour aujourd'hui, je vais commencer par vous présenter le contexte du projet, question de bien comprendre comment c'est né et comment ça a évolué dans le temps. Ensuite, on va parler spécifiquement des concepts, on va définir tout ça et s'intéresser à ce qu'on a trouvé comme résultat pour se lancer dans le moment que vous attendez tous et toutes. Donc, quels sont les apprentissages? Qu'est-ce qu'on a appris? Quelles sont les retombées à la fois pour les organisations de santé et aussi pour l'ensemble de son personnel pour aller vers la conclusion et finalement se tourner vers vos questions à la fin. Donc, si vous avez des questions, n'hésitez pas à les noter ou à les déposer dans l'espace de clavardage. On pourra y revenir à la fin. Donc, contexte du projet, je vous ramène en octobre 2021. Donc, souvenez-vous, on a encore les deux pieds dans la pandémie. Donc, oui, l'été avait été plus clément. On avait même réussi à faire un retour en classe à l'automne 2021, mais tout de même avec masque, avec distanciation sociale. Et c'est dans ce contexte-là que la Commission de la santé mentale du Canada s'était justement posé la question, comment vont les gens qui s'occupent de nous? Comment va la santé des gens du réseau de la santé? En fait, je devrais dire des réseaux de la santé à travers le Canada. Et a donc décidé de lancer un vaste projet avec une approche à la fois qualitative, donc pour aller chercher des entrevues,
et aussi d'utiliser des données quantitatives. Oh, je pense qu'il y a un brin d'écho. OK. Donc, comme je disais, donc il y a une double approche et pour faire face à un aussi vaste projet de recherche, ben, on a été mis en contact avec avec une équipe de chercheuses du département de médecine familiale de l'Université Queen's pour gérer ce vaste projet. Cela étant dit, on a réussi à faire en 6 mois, ce qui normalement un projet de cette envergure aurait peut-être pris 2 ans à faire. Et donc, en un mois, on est passé justement, comme Denis l'expliquait, à une revue de la littérature pour mieux comprendre quels seraient les facteurs pertinents qui auraient une incidence sur l'auto-soin et la détresse morale pour être capable de construire un questionnaire constructible à partir d'échelles valides et donc se tourner vers les terrains, vers les organisations de santé et de services sociaux à travers le Canada. Mais là, Omicron est arrivé, ça a chamboulé les plans et ça a vraiment forcé l'équipe à redoubler d'efforts pour aller rejoindre le plus de terrain possible, et ce, d'un océan à l'autre, pour être capable de bien comprendre, d'être capable de bien brosser un portrait finalement du bien-être psychologique des gens du réseau de la santé. Et donc, de novembre jusqu'à février 2022, on a collecté des données et on a mené près d'une quarantaine d'entrevues, dont j'ai eu la chance d'en mener 6 ou 7 pour être capable de bien comprendre quelle est la réalité des gestionnaires. Donc oui, 4 mois, ça peut paraître parfois un peu beaucoup, mais n'oubliez pas, justement, on est en plein dans Omicron qui a complexifié l'accès au terrain. Il y a eu la pause pour les fêtes. Et donc, à travers tous ces efforts-là, notamment à travers plusieurs relances, on a réussi à aller chercher des centaines de répondants et ultimement, ça nous a amené au printemps 2022. On a enfin pu commencer l'analyse des réponses pour commencer à éclaircir qu'est-ce qui se passe au niveau de l'auto-soin et de la détresse. Donc, justement, ça a été nommé par Denis, je viens de vous en parler. Donc, sautons dans le cœur du sujet. Donc, qu'est-ce que l'auto-soin psychologique? Et je trouve ici, c'est particulièrement important de définir le phénomène parce qu'on entend souvent parler de self-care. C'est un phénomène en fait, c'est un terme qui est devenu très, très populaire justement à travers la pandémie. Mais pour le cas qui nous intéresse aujourd'hui, la notion de self-care, la notion d'auto-soin psychologique est définie comme étant un effort individuel pour créer un bon climat social au travail, être capable de s'adapter aux défis qui sont intrinsèquement associés au fait de travailler en contact avec des patients et tout ça à travers des activités d'auto-soin. Donc, qu'est-ce que ça veut dire? C'est qu'on est loin d'une logique ici de self-care au sens de aller prendre une marche ou faire du yoga. C'est pas ça du tout. Donc, à travers les travaux de Leshner, donc, il a développé cette définition-là, notamment en travaillant de pair avec des travailleurs sociaux, d'identifier quelles sont des pratiques qui peuvent générer une atmosphère constructive au travail et d'amener les soignants, et ici soignants, mais aussi travailleurs de la santé et des services sociaux au sens plus large du terme. Et on va le voir aussi dans notre échantillon, on n'a pas que des soignants, on a aussi des employés de support, on a des comptables, des gens, des adjointes administratives. Et ça a été intéressant d'aller chercher une aussi grande diversité parce que ça nous donne vraiment un portrait des gens qui travaillent en santé. Peut-être pour la petite anecdote ici, donc ma sœur est psychoéducatrice dans le réseau de la santé québécois et c'est ça qu'elle me disait, on peut être comptable n'importe où, mais les gens qui, par exemple, décident d'être comptables pour le réseau de la santé, eux aussi sont habités par la mission d'améliorer l'accès aux soins et d'offrir des soins qui sont sécuritaires et de qualité. Donc, il rentre ici dans cette définition d'auto-soin psychologique. Donc, des exemples, mais ça peut être comment est-ce que les gens vont investir du temps et des efforts pour créer des bonnes relations avec leurs collègues. Comment est-ce qu'on va être capable d'avoir des interactions qui sont constructives avec les patients? Ici, je peux vous donner un exemple concret. Donc, dans une entrevue, un préposé aux bénéficiaires dans un CHSLD m'avait donné comme exemple qu'il y avait une initiative à l'interne que pour chaque résident, ce résident-là avait une fiche avec des informations telles que est-ce que cette personne préfère être tutoyée ou vous voyez? Quels sont ses intérêts? Quels sont ses bons souvenirs pour être capable d'aller humaniser les soins et de justement créer des contacts qui sont positifs. Et donc, ici, l'auto-soin psychologique, ce que vous pouvez retenir, c'est que c'est un ensemble d'activités qui sont initiées par l'individu
pour être capable de créer ce genre d'interaction constructive et d'avoir un environnement de travail qui fait du sens pour cette personne-là, donc qui le supporte. Ensuite, on peut aller vers le deuxième volet qui est la détresse morale. Et ici, la détresse morale, elle est définie comme étant un événement lorsque on sait ce qu'on doit faire, mais dû à un ensemble de contraintes, on ne peut pas agir. Donc ici, il y a une dissonance entre la situation idéale, ce qu'on aimerait faire, et ce qu'on est obligé de faire. Et c'est cette dissonance-là qui crée une détresse morale, hein. Il y a un événement qui vient contrecarrer notre compas éthique, et ça nous heurte. Et ce que les travaux de Hamrick et collègues nous indiquent, c'est qu'il y a un aspect particulièrement insidieux avec la détresse morale, qui est que lorsqu'on vit des événements qui génèrent de la détresse morale, il y a ce qu'elle appelle des résidus moraux. C'est des sentiments qui nous habitent encore des mois, voire des années plus tard, et qui nous grugent. Ça nous use finalement parce qu'on doit faire face à des situations particulièrement adversariales et on traîne ça avec nous. Peut-être en parallèle, c'est comme si, imaginez, vous avez une journée particulièrement difficile au travail, vous arrivez à la maison et là, vous avez une petite malchance. Normalement, vous auriez été capable de vous dire, bon, c'est pas génial, mais je peux y faire face. Ou là, vous avez une grosse journée et là, vous pouvez pas faire face à ce défi-là. Vous pétez un câble, si vous me prêtez l'expression. Il y a ce moment où vous avez accumulé donc ces résidus qui rendent le quotidien plus difficile. Et aussi, la détresse morale, ce qui est intéressant à noter, c'est que dans les travaux d'Hamrick et collègues, il y a une double réflexion. Il y a à la fois la fréquence d'événements qui génèrent de la détresse morale, mais aussi leur intensité. Donc, il y a des événements qui peuvent être fréquents, mais qui génèrent peu de détresse morale, ou il y en a d'autres qui sont rares, mais qui sont extrêmement aigus. Et donc, c'est l'interaction de ces deux volets-là qui va nous informer sur le niveau de ressenti de détresse morale des gens qui travaillent en santé. Et donc, ce phénomène-là a particulièrement été étudié pour des équipes de soins qui travaillaient dans des soins de fin de vie ou dans des dans des unités de soins intensifs. Et à travers plusieurs entrevues menées par Anne Hamrick, elle a identifié 3 situations qui, en fait, si vous voulez, des grandes familles de situations qui génèrent des détresses morales. Donc, par exemple, des situations cliniques. Donc, l'exemple, mauvaise attribution de ressources. Vous êtes infirmière, vous voyez un patient qui, selon vous, mériterait plus de temps, un traitement un peu plus intensif, mais on vous a pas octroyé les ressources pour le faire. Et donc, vous voyez, il y a cette dissonance, l'écart entre ce que vous souhaitez faire et ce qui est possible. Ou encore, l'incapacité de tenir compte des souhaits du patient. Donc, l'exemple qui revenait le plus souvent, c'était des familles qui, finalement, voulaient des pratiques qui étaient proches de l'acharnement thérapeutique, même si c'est pas nécessairement ce que le patient souhaitait, ou surtout quand il y avait des flous par rapport aux souhaits du patient, ça générait énormément de détresse auprès des intervenants. Ensuite, il y a 2 types de contraintes, soit internes et externes. Internes qui sont donc associées directement avec l'individu. Vous êtes dans une situation où vous voyez un traitement qui serait optimal, mais vous vivez un manque d'estime de soi pour pouvoir le mener à bien. Ça crée de la détresse. Ou encore, recevoir une absence d'agentivité. Vous arrivez dans une situation urgente et vous n'avez pas le temps de poser un jugement, vous devez simplement exécuter. Mais ça peut heurter parce que dans les 2 cas ici, c'est 2 variantes d'un non-respect de votre sentiment de compétence au travail. Et finalement, les contraintes externes, probablement les plus flagrantes, en toute fin pratique, les plus visibles, sont un ensemble de contraintes qui sont institutionnalisées. Donc, par exemple, des politiques administratives qui limitent l'accès aux soins, ou comme Denis l'avait mentionné plus tôt, un ensemble de décisions qui finalement valorisent davantage l'efficience que l'accès aux soins, par exemple, la priorisation des coûts au détriment des soins. Et ça revenait beaucoup, par exemple, dans les hôpitaux privés américains, donc les for-profit, où finalement, évidemment, le coût était l'indicateur ultime dans ce cas-ci. Donc, maintenant qu'on comprend mieux nos 2 piliers, ici, on a nos 2 concepts centraux, ben, justement, on devait se poser la question, quelles sont les ressources qui existent au niveau individuel dans les organisations de santé qui pourraient venir à la fois, ou à toute fin pratique au moins, soit améliorer ou faciliter la pratique de l'auto-soin psychologique et réduire le sentiment de détresse morale. Ben, il y en a un, c'est la reconnaissance des patients. Donc, on sait qui
apporte énormément de sens au travail, qui est un signal fort que les choses se passent bien. Et l'autre, c'est la résilience individuelle. Donc, la résilience qui est un des phénomènes qui a vraiment grandi en popularité au cours des dernières années, notamment dû à la pandémie, à savoir comment est-ce que les gens peuvent faire face à des situations adversariales et rebondir. Comment est-ce qu'on peut sortir plus fort de ces moments de défi. Donc, pendant la pandémie, c'était particulièrement à propos. Et on a voulu poser la réflexion un peu plus loin, à savoir aux autres niveaux de réflexion, donc au niveau individuel, au niveau des équipes et de l'organisation, qu'est-ce qui existe dans la littérature qu'on sait positif, mais qui n'a pas encore été associé à l'auto-soin ou à la détresse? On a la résilience d'équipe. Donc, à quel point est-ce que mon équipe en tant qu'unité est capable de faire face à l'adversité? Et au niveau organisationnel, est-ce que l'organisation dans laquelle je travaille a un climat éthique? Ici, pas nécessairement éthique au sens déontologique du terme, mais bien au sens, est-ce que j'ai l'impression que mon milieu de travail est juste, que le milieu de travail dans lequel j'évolue s'occupe de moi et me laisse pratiquer finalement ma profession d'une manière qui fait sens pour moi? Et finalement, l'autonomie organisationnelle. Est-ce que j'ai un mot à dire sur comment est-ce que j'organise mon travail? Donc ça, on le voit, ça peut avoir des incidences vraiment positives pour les gens qui travaillent dans le secteur de la santé et des services sociaux. Donc, comment est-ce que c'est une incidence sur nos deux concepts? Mais bon, il n'y a pas que des ressources. On s'est surtout posé la question quand on a construit le questionnaire, à savoir comment est-ce que ces ressources-là peuvent aussi aider à faire face aux demandes. Donc, toutes les organisations, tous les milieux de travail ont des ressources et des demandes et comment ça a une incidence sur nos concepts centraux. Ici, on s'est intéressé à deux demandes particulièrement saillantes, notamment dans le secteur de la santé. Ici, la surcharge de rôle. Donc, à quel point est-ce que je perçois que j'ai trop à faire, j'ai pas le temps et j'ai pas les ressources pour compléter ma charge de travail, ainsi que l'incidence de la dépendance au travail. Et ici, c'est pas la notion d'avoir des comportements de dépendance au travail comme les drogues ou l'alcool, mais bien, je suis dépendant à mon travail ou je suis workaholic, comme on entend parfois. Et comment ça, est-ce que ça pourrait venir dénaturer ma perception ou ma capacité à avoir des comportements d'auto-soin et ma perception de détresse morale au travail? Donc ici, vous voyez, il y a un portrait qui commence à se dégager, mais euh, peut-être avez-vous encore la petite question, ce fameux "so what". Donc, où est-ce qu'on s'en va avec tout ça et pourquoi est-ce qu'on devrait s'intéresser aux antécédents de l'auto-soin psychologique à la détresse morale? Ben, c'est pour mieux comprendre certains éléments qui sont vraiment essentiels en recherche dans le milieu de la santé. Donc, qui dit santé dit forcément épuisement professionnel, hein. C'est la littérature sur le burn-out est née dans le milieu de la santé. On doit continuer à mieux comprendre d'où ça provient, parce que c'est un milieu qui a énormément de demandes émotionnelles, qui est une des dimensions centrales de l'épuisement professionnel, ainsi que l'intention de quitter la profession. Et ici, c'est important de distinguer que on parle pas de l'intention de quitter au sens je démissionne, parce que souvent, quand on démissionne, c'est pour aller travailler pour un compétiteur ou à toute fin pratique rester dans le même secteur d'activité. Ici, ce qu'on a mesuré, c'est l'intention de quitter la profession. Donc, c'est vraiment, je vais quitter le réseau de la santé et des services sociaux. Donc, par exemple, vous êtes une infirmière, vous en avez vraiment ras-le-bol et là, vous quittez et vous ouvrez une épicerie. Vous passez à quelque chose de complètement différent. Et finalement, la qualité perçue des soins, c'est la mission centrale de toute organisation de santé de prodiguer des soins de qualité. Ben, on est allé demander aux gens, finalement, comment est-ce que vous percevez la qualité des soins que vous êtes capable de prodiguer et comment est-ce qu'un meilleur auto-soin psychologique et la présence d'une détresse morale aurait une incidence là-dessus. Donc là, vous avez le portrait total de ce qui nous a intéressés pendant le projet, ce qui nous permet de passer au portrait global des résultats. Donc, après 4 mois de collecte de données, de relance d'une quantité faramineuse de courriels, on est arrivé à 860 répondants. Donc, si vous faites de la recherche, vous savez qu'en arrière de ça, il y a beaucoup plus de répondants, mais avec des questionnaires ouverts, mais non répondus ou des questionnaires non complétés. Mais quand même, 860. Et une des limites, je vais la nommer tout de suite, donc effectivement, ce n'est qu'un seul temps de mesure, mais dans un moment si particulier, donc pendant la vague Omicron, on pense que ça vaut vraiment la peine de s'intéresser à ces données-là comme étant
un snapshot d'une réalité particulièrement complexe pour les gens qui travaillent dans le réseau de la santé, les réseaux de la santé au Canada. Donc, notre échantillon ici, en parenthèse à droite des points subséquents, c'est des données qui proviennent de Statistique Canada spécifiquement pour les gens qui travaillent dans les réseaux de la santé et services sociaux. Donc, vous voyez, on a un échantillon pas mal représentatif avec forcément une prédominance féminine, environ le 3/4 des répondants qui avaient entre 25 et 54 ans, environ le tiers qui étaient des infirmières et travaillaient en milieu hospitalier. Et ici, phénomène assez intéressant, environ la moitié avaient moins de 10 ans d'ancienneté au sein de leur emploi actuel, donc des gens qui, somme toute, sont encore en train de faire leur chemin dans le réseau de la santé, avec une bonne représentation, même s'il y a une légère sous-représentation du Québec, malheureusement, dans les deux provinces les plus peuplées du Canada. Donc, un échantillon vraiment solide pour être capable d'aller observer, mais quelles sont les relations finalement qui s'avèrent significatives entre les éléments qu'on a mesurés. Donc, allons-y tout de suite avec l'auto-soin psychologique. Et ici, je me suis limité à bon, il y avait 2 facteurs de risque et vous aviez remarqué qu'il y avait plusieurs ressources. Je me suis limité à 3 ici pour être capable de bien circonscrire le phénomène parce que dans toutes les organisations, mais particulièrement dans les organisations de santé, les besoins sont illimités, mais les ressources sont limitées. Donc, je pense que c'est important d'être capable de prioriser à travers les relations les plus fortes qu'on a observées, à travers les différents facteurs de protection et les 2 phénomènes qui nous intéressent. Donc, dans l'auto-soin psychologique, ce qu'on a observé, c'est que, quand même, fort heureusement, environ 84% des répondants ont témoigné pratiquer un peu à beaucoup d'auto-soin psychologique. Donc, 85%, c'est bien et c'est quelque chose qui devrait nous rassurer. Cela étant dit, par rapport aux facteurs de risque et de protection, on va voir que le portrait est plus nuancé que ça. Donc, notamment, la surcharge de rôle a une relation négative avec l'auto-soin psychologique, ce qui fait sens. Plus on est débordé, moins on va nécessairement investir du temps et des efforts pour créer une atmosphère qui nous est agréable. Et c'est dommage parce que souvent, en fait, je pense que ça peut rejoindre plusieurs d'entre nous où quand on se sent débordé, ben, une des premières choses qu'on va faire pour faire face à une demande très élevée, c'est de couper dans ce qui nous fait du bien. Par exemple, de dire, je suis particulièrement débordé cette semaine au travail, ben, tant pis, j'irai pas au badminton ce mardi parce que je dois finir ça. Alors qu'on devrait faire l'inverse, de justement se concentrer sur ce qui nous donne des ressources, ce qui nous donne la capacité d'arrêter, reprendre notre souffle et faire face aux défis. Et donc, ici, la surcharge de rôle était de loin l'élément qui avait la plus forte relation avec l'auto-soin psychologique, donc malheureusement qui endommage notre capacité à le pratiquer. Un autre élément important à nommer, c'est que environ 60% des répondants disaient vivre une surcharge de rôle. Donc, c'est-à-dire 6 répondants sur 10 considéraient que la charge de travail qu'ils avaient était démesurée pour le temps et les ressources matérielles qui étaient à leur disposition. Au niveau de la dépendance au travail, la relation aussi était significative, mais il y avait seulement environ 10% des répondants qui ont témoigné vivre la dépendance au travail, donc un phénomène moins présent, mais qui demeure très sérieux et qui d'ailleurs est le sujet principal de ma thèse. Donc, bientôt, on aura encore plus de données là-dessus et qui c'est d'autres séminaires. Mais bon, pensons maintenant aux côtés des facteurs de protection. Et ici, on a en premier lieu la résilience et suivi non loin derrière par le climat éthique. Donc, les gens qui sont capables de faire face à l'adversité et qui sentent que l'environnement dans lequel ils évoluent s'occupe d'eux, leur donne l'opportunité justement d'apprendre et d'être capable de travailler d'une manière qui est conséquente avec leurs besoins, c'est associé à un plus haut niveau d'auto-soin psychologique. Maintenant, cela étant dit, malheureusement, il y a environ seulement 40% des répondants qui ont témoigné à être un peu d'accord, à très d'accord sur le fait d'être résilient. Donc, à travers plusieurs items, on observe qu'il y avait relativement peu de gens qui se disaient résilients. Et même chose pour le climat éthique, on est à environ 46%. Ça veut dire que plus de la moitié des répondants considéraient que l'organisation au sein de laquelle ils travaillaient n'avait pas un climat éthique. Donc, un climat qui ne permet pas de les encadrer convenablement pour être capable de pratiquer d'une manière qui fait sens pour eux, voire qui leur fait du bien. Donc, ici, je pense qu'on est vraiment en train d'identifier que malgré le fait que ce sont des facteurs de protection vraiment importants,
ils sont somme toute peu présents, en tout cas dans les organisations des répondants qu'on a réussi à rejoindre. Finalement, la reconnaissance des patients, au moins pour finir sur une note plus constructive, environ 68% des répondants disaient avoir accès à une reconnaissance des patients. Donc, c'est plus élevé que les deux autres, mais encore là, je pense qu'il y aurait peut-être une manière d'organiser le travail pour optimiser les points de contact entre les patients et l'ensemble des gens qui travaillent en santé pour justement aller chercher cette fameuse reconnaissance. Et donc, vous avez déjà un bon portrait au niveau de qu'est-ce qui favorise, qu'est-ce qui endommage l'auto-soin psychologique. Et donc, on peut aller maintenant aux résultats par rapport à la détresse morale. Et donc, non, vos yeux ne vous ont pas joué un tour. C'est à toute fin pratique le même portrait. Et ce qui est particulier ici, c'est que, bon, oui, il y a un léger interchangement, donc climat éthique a pris le dessus sur la résilience, mais en termes de taille des faits, les relations demeurent somme toute semblables. Et ici, je vais mentionner tout de suite, au niveau de nos répondants, il y avait 12% des répondants qui disaient vivre une grande détresse morale. Et ici, ça peut paraître assez peu, mais encore une fois, contextualisons le résultat. C'était pendant la vague Omicron, alors que la pandémie sévissait déjà depuis plus d'un an et demi. Et donc, c'est possible ici qu'il y ait un biais d'auto-sélection ou si vous vivez déjà une très forte détresse morale, et n'oublions pas aussi qu'il y avait beaucoup de projets de recherche qui s'intéressaient au bien-être des gens, donc ça crée une autre demande. Mais ça se peut que si vous sentez déjà à bout, vous ne preniez pas le temps de répondre au questionnaire. Et donc, c'est peut-être pour ça que le niveau de présence de détresse morale est un peu bas. Mais ensuite, quand on se demandait, ben, qui vit de la détresse morale de un peu à beaucoup, ben là, on était dans les 60%, ce qui fait plus sens, qui est vraiment plus représentatif. Donc, la détresse générale vécue par les gens qui travaillaient en santé pendant la pandémie. Et encore aujourd'hui, on a encore plusieurs études qui sortent, notamment sur la présence de cette fameuse détresse, notamment due au fait, quand on regarde les deux facteurs les plus importants, donc surcharge de rôle, ça fait sens que ce soit associé à une détresse morale parce que ça nous force à faire des choix. Nous-mêmes, on manque de ressources et donc, il y a un écart qui se creuse entre ce qui serait idéal et ce qu'on doit faire dû à différentes contraintes, que ce soit de temps, de ressources, d'efforts à investir. Et même chose pour le climat éthique. Au fur et à mesure que que je perçois un climat éthique, c'est-à-dire il y a moins de conflits, il y a plus de cohérence, il y a une plus forte cohésion, les politiques de mon organisation sont claires, ben, à terme, ça devrait être capable de prévenir ou être associé à un niveau de détresse morale plus bas. Et encore une fois, résilience et reconnaissance des patients qui sont au cœur d'une expérience moindre d'une détresse morale. Et donc, là, on arrive à mieux comprendre nos leviers sont similaires pour nos deux points centraux. Et maintenant, qu'est-ce que ces deux facteurs-là ont comme conséquence? Commençons d'abord avec l'auto-soin psychologique. Donc, vous avez ici en couleur, en orange, l'intention de quitter, en bleu, le burn-out, et en noir pointillé, la qualité perçue des soins. Bien, ici, vous voyez rapidement que l'auto-soin psychologique est associé à une panoplie, finalement, de conséquences bénéfiques. Parce que ce qu'on observe, et l'ensemble des droits que vous voyez ici représentent des relations qui sont significatives. Et donc, on a à la fois une diminution de l'intention un niveau plus faible d'intention de quitter la profession, d'épuisement professionnel, alors qu'on observe une relation positive, donc, au niveau de la qualité perçue des soins. Donc, quand l'individu qui travaille dans le secteur de la santé et des services sociaux est capable d'avoir accès au temps et à l'effort pour créer de belles relations avec ses pairs, avec les patients, d'avoir une ambiance de travail qui est constructive, qui est cohérente avec ses valeurs, avec ses visées, on voit que on est vraiment au beau fixe. Nos trois indicateurs vont dans le sens qu'on souhaiterait. Et surtout, à une époque où on sait en ce moment, on vit un manque d'accès à, par exemple, à divers professionnels de la santé, on parle constamment de pénurie de main-d'œuvre, ben ici, venir diminuer l'intention de quitter la profession, ça joue un rôle clé par rapport à des enjeux qu'on vit encore ici en 2023. Par la suite, si on se tourne vers la détresse morale, ce qu'on observe, finalement, ben, c'est exactement le tableau inverse. Donc,
La détresse morale, on voit une augmentation qui est marginale, mais tout de même significative de l'épuisement professionnel, une diminution de la qualité perçue des soins, mais vraiment ce qui attire notre attention ici, c'est vraiment le fait que ce soit associé à une hausse marquée de l'intention de quitter la profession. Donc, on voit encore ici que autosoins psychologiques et détresse morale ont des vases communicants et on va le voir dans nos retombées. Je pense que ça vaut la peine de les réfléchir comme étant des éléments qui sont reliés ici parce qu'ils ont des antécédents, somme toute, semblables et ils ont des conséquences qui, dans un premier cas, sont tout à fait bénéfiques et dans l'autre, sont vraiment nuisibles. Et ici, pour l'ensemble des parties prenantes, parce qu'au fur et à mesure que la détresse morale augmente, bien, pour sûr, c'est une incidence sur le bien-être, sur la santé psychologique des gens qui travaillent en santé, mais on le voit même, ça diminue la qualité perçue des soins et donc ça vient atteindre les patients en retour. Donc, maintenant, on a un portrait. Qu'est-ce qu'on a appris? Quelles sont les retombées donc de l'ensemble de ces relations qu'on a observées? Bien, premièrement, justement, d'un point de vue un peu plus théorique, l'auto-soin psychologique et la détresse morale partagent des antécédents organisationnels. Bien, je pense que c'est important de le nommer parce que finalement, c'est assez avantageux parce qu'ici, on est dans un cas d'une pierre deux coups. Donc, c'est intéressant parce que, somme toute, les mêmes leviers vont avoir des incidences bénéfiques parce qu'ils sont associés à la fois à une augmentation, une amélioration des pratiques de l'auto-soin psychologique, à une diminution du niveau de détresse morale. Ensuite, si on continue, le climat et l'ambiance de travail jouent un rôle déterminant quant au bien-être des travailleurs et travailleuses de la santé, parce qu'on l'a vu, un climat éthique a des relations bénéfiques avec nos deux concepts centraux. Mais aussi, l'ambiance, on l'a vu, donc la capacité de créer une ambiance qui est constructive, qui nous fait du bien à travers des pratiques d'auto-soin, ben, ça donne envie aux gens de rester et ça leur libère des ressources pour se tourner vers des meilleurs soins aux patients. Et ici, je pense que ce qu'on pourrait retenir, donc, c'est pas seulement ce que l'on fait, mais c'est dans quel contexte on le fait. Et ça vient jouer pour beaucoup, et encore une fois, pour l'ensemble des parties prenantes. Ensuite, l'ensemble des gens œuvrant dans le secteur de la santé et des services sociaux bénéficient de la reconnaissance des patients. Donc, ici, ça aurait pu être tentant d'avoir un échantillon exclusivement de soignants, mais comme je l'ai déjà dit, on avait aussi des gens qui avaient un rôle de support. Mais ces gens-là aussi bénéficient d'une reconnaissance des patients et on l'avait vu en différenciant les groupes, il n'y a pas nécessairement une très grande différence. Donc, je pense qu'il est intéressant, c'est de se dire, justement, tout le monde qui est dans un réseau de santé et de services sociaux participe à cette mission-là et ultimement vise à améliorer l'accès et la qualité des soins aux patients. Et donc, le fait d'être en contact avec des gens qui sont prêts à exprimer leur gratitude, je pense, ça fait partie de cette expérience qui fait du bien aux gens qui travaillent dans les réseaux de la santé. Ensuite, maintenant, les niveaux de pratique. Donc là, ici, on se lance directement dans c'est bien beau tout ça, comment est-ce qu'on le fait? Donc concrètement, où est-ce qu'on s'enligne? Ben, d'abord, justement, pour faire du chemin avec ce que je venais d'expliquer, je pense que si on était capable d'avoir une réflexion sur l'organisation des trajectoires de soins qui permet de mettre en contact les patients avec les travailleurs et travailleuses de la santé, oui, pendant le fait qu'on prodigue des soins, mais aussi après. Donc ici, je sais qu'il y a un aspect de défi qui est à la fois technique et logistique, mais on l'a vu, la reconnaissance des patients, même s'il arrivait en troisième position, ça demeure un élément qui était significatif. Et je pense que ce serait souhaitable, donc, par exemple, de dire, bien, pour des gens qui ont des conditions chroniques, comment est-ce qu'on s'assure que ces gens-là, justement, à travers le suivi, puissent avoir des opportunités pour témoigner de leur gratitude envers leur équipe soignante? Ce qui est probablement plus facile, justement, grâce à un contact qui est en continu. Et aussi, on peut pousser la réflexion à savoir, bien, justement, pour des gens qui ont des besoins qui sont ponctuels, comment est-ce qu'on peut aller chercher leur reconnaissance? Par exemple, informer des parties prenantes saillantes pendant la trajectoire de soins, par exemple, qu'un patient va bientôt quitter s'il était pour en courte durée, par exemple, en milieu hospitalier, quand cette personne-là va sortir, d'en informer les parties prenantes, par exemple, le personnel soignant, pour aller chercher un dernier contact, parce qu'après tout,
quand est-ce qu'un patient va être le plus apte à finalement offrir de la reconnaissance? C'est probablement quand on se sent mieux, quand ce patient-là se sent mieux. Ou même chose, est-ce qu'il y aurait une manière d'aller par la suite chercher une méthode de reconnaissance? Donc, à travers, ça pourrait être des sondages électroniques, ça pourrait être un système automatique d'évaluation qui pourrait être installé à même les différentes chambres. Donc, peut-être, si vous avez été dans un aéroport récemment, il existe des mécanismes où, par exemple, vous pouvez voter rouge, jaune, vert sur, par exemple, la propreté des lieux. On pourrait réfléchir à ce type d'évaluation-là afin d'offrir de la reconnaissance directe aux gens qui travaillent en santé. Bon, là, c'est sûr, l'exemple à 3 couleurs pourrait sembler un peu rudimentaire, mais je pense qu'on pourrait quand même s'en inspirer pour s'assurer que l'ensemble des gens qui, justement, ont cette mission-là de prodiguer des soins, quand ça se passe bien, ben, il faut que cette rétroaction-là se rende à l'ensemble des gens qui travaillent en santé. Ensuite, donc, on l'a vu, le climat éthique qui est vraiment au centre de notre réflexion par rapport à l'auto-soin psychologique et à la détresse morale. C'est bien beau, mais parfait. Maintenant, comment est-ce qu'on fait ça? Donc, comment est-ce qu'une organisation de santé donnée pourrait instaurer un climat éthique? Bien, premièrement, avoir des politiques claires. Ça aussi, dans les entrevues associées à la détresse morale, un élément qui revenait par rapport à un événement qui génère de la détresse morale, c'est quand un employé avait la perception de vivre l'obligation de prendre une décision, mais qui ne lui appartient pas. Donc, par exemple, vous arrivez dans un milieu et là, vous avez une décision clinique à prendre, mais vous dites, mais ça devrait pas être à moi. Il faut aller vite, mais ça devrait être un autre professionnel. Ça devrait être mon gestionnaire immédiat, mais c'est quand même vous qui êtes coincé avec le fardeau de cette prise de décision-là. Ben, ça crée énormément de détresse morale parce que justement, vous ressentez cet écart entre ce qui serait optimal et ce que vous devez faire ici. Ensuite, favoriser les apprentissages. Déjà là, entre le point A et le point B, on peut ressentir qu'il pourrait y avoir une certaine tension. Donc, ben, plus les politiques sont claires, plus les gens devraient être capables d'agir. Mais c'est pas ça. Le but d'une politique claire n'est pas nécessairement d'éliminer la créativité ou l'innovation ou l'apprentissage. Ici, par favoriser l'apprentissage, il y a un aspect aussi de reconnaître les compétences de l'ensemble des spécialistes de la santé. Et on sait que le réseau de la santé fonctionne grâce à une très grande diversité d'expertise. On est capable de favoriser l'apprentissage. Ça peut être tout simplement s'assurer que je sais qu'est-ce que fait, par exemple, une ergothérapeute, une physiothérapeute, etc., pour que toute l'équipe s'enligne sur la même mission et qu'on comprenne qui est responsable de quoi. Donc, valoriser les compétences de chaque individu, mais aussi des compétences partagées au sein de l'équipe. Le point C ici, gérer les conflits, là, ça s'adresse directement aux gens qui ont des rôles de gestion dans les différents réseaux de la santé. Il y a quelque chose d'assez populaire, donc la notion de courage managérial. Et ici, un exemple concret, le fait de ne pas laisser les conflits s'accumuler, mais bien d'agir, a vraiment une incidence forte sur la perception la présence d'un climat éthique. Personne n'aime faire de la discipline. Oui, c'est difficile, mais c'est à travers justement la résolution de ces conflits-là qu'on est capable d'améliorer la communication au sein des équipes de travail, la coopération entre les différentes parties prenantes pendant une trajectoire de soins. Et on sait justement, cette fameuse communication de qualité est un gage à la fin d'un soin aussi qui est de qualité et qui est plus sécuritaire. Et finalement, là, ici, je pense que ça commence à être présent en filigrane dans toute la présentation, mais le fonctionnement des divers réseaux de la santé au Canada et à travers le monde passe notamment par une pluralité de parties prenantes. Être capable de prendre en considération leurs valeurs, leurs perspectives et leurs besoins, et capable à la fois d'humaniser les soins, mais aussi de clarifier où est-ce qu'on s'en va, et à terme, donc, instaurer un climat éthique qui permet de diminuer la détresse morale, et on l'a vu, qui par la suite, par cascade, a un ensemble d'effets qui sont bénéfiques. Et le point 3, et ça ici, c'était pas si présent au sens, c'était pas noir sur blanc dans les résultats quantitatifs, mais dans les entrevues, c'était on ne peut plus saillant, et ça vient quand même s'appuyer avec ce qu'on a vu ici. On peut pas mettre la santé des patients avant celle des travailleurs et travailleuses de la santé. Donc, qu'est-ce qu'on veut dire par là? C'est que on peut pas avoir un réseau qui fonctionne sur la prémisse que l'ensemble des employés qui y travaillent doivent se sacrifier pour la mission. Donc,
il faut vraiment mettre de l'avant cette idée de prévention de la détresse morale. Donc, oui, on doit être capable, une fois que ça a lieu, de l'adresser, de s'assurer de la qualité de vie au travail suite à des événements adversariaux, mais également la prévenir. Donc, justement, à travers, par exemple, l'idée du climat éthique, des politiques claires, et de diminuer ces risques de dissonance. Un exemple concret de ça pourrait être la présence d'un programme d'aide aux employés. Donc, c'est quelque chose qui existe dans la vaste majorité des installations de santé, mais ici, 2 points centraux qui aussi revenaient dans les entrevues. Il faut des PAI qui sont accessibles. Il faut que les gens sachent non seulement qu'ils existent déjà, mais aussi que l'accès à ces services-là soit garanti et stable, mais aussi constructif. Et ici, il y a un peu ce volet d'inviter à la discussion et avoir des pratiques qui sont bottom-up plus que top-down. Donc ici, d'aller, c'est une invitation finalement aux gens qui peuvent prendre des décisions dans les différents réseaux de la santé à aller se tourner vers leurs employés, leur demander de quoi ils ont besoin. Qu'est-ce qui leur permettrait de faire face à ces différentes charges et évidemment aussi dans des pratiques de gestion de diminuer la surcharge, mais le fait de travailler en santé est intrinsèquement difficile, justement dû au fait que ça incite une grande expertise et qu'il y a un volet émotionnel très demandant. Donc, de travailler souvent dans l'urgence auprès de gens qui, clairement, ne vont pas très bien, sinon ils n'utiliseraient pas le réseau de la santé. Et donc, en retour, nous, ça nous force à nous poser la question, mais comment est-ce qu'on s'occupe des gens qui s'occupent de nous? Et ça peut passer justement par le fait de valoriser leur santé, déjà là, des travailleurs et travailleuses de la santé, mais aussi d'avoir des pratiques et des programmes RH spécifiques pour justement soutenir leur santé. Si c'est quelque chose qui vous intéresse, je vous invite fortement à aller lire ces deux différentes retombées. Donc, d'abord, le rapport qui a été la finalité du projet avec la Commission de la santé mentale du Canada, donc justement que j'ai eu la chance de coécrire avec Denis ainsi que nos homologues à l'Université Queen's, donc qui est disponible sans frais en français et en anglais sur le site de la Commission de la santé mentale. Et aussi, ce n'est pas sans fierté que je vous invite, ça vous intéresse, à aller lire un article scientifique, donc qu'on a réussi à faire publier avec mon ami et collègue Patrick ainsi que Denis et justement Colleen et Angela de l'Université Queen's, donc dans le British Medical Journal Quality and Safety, spécifiquement donc sur les retombées bénéfiques d'un climat éthique. Et aussi, ce qu'on observe, je peux vous vendre un des punchs ici, c'est que le climat éthique est particulièrement salutaire pour les employés qui ont peu d'ancienneté. Donc, les gens qui rentrent dans une installation ou dans le réseau de la santé, ici, peuvent vraiment bénéficier de se sentir accueillis et soutenus d'une telle manière qui fait sens avec leur pratique, afin justement non seulement de maximiser la rétention, mais aussi d'améliorer la qualité des soins. Donc, je vois qu'il est déjà moins quart, donc on va passer tout de suite à la conclusion. Ici, le dernier petit mot de la fin avant de vous passer la parole. Donc, ici, peut-être si j'avais quelques idées que j'aimerais que vous partiez avec aujourd'hui, il y a cette idée que les organisations de santé et des services sociaux doivent organiser le travail de telle manière à favoriser les deux éléments qu'on a explorés aujourd'hui pour les raisons qu'on a pu explorer dans les dernières 40 minutes. Ensuite, si vous aviez des décisions à prendre, ben, je vous inviterais à prioriser la perception de surcharge de rôle, l'instauration d'un climat éthique et aussi offrir les ressources nécessaires au développement de la résilience. Parce que Denis a nommé quelque chose en ouverture ici, je vais peut-être prendre le temps de réitérer parce que ici, les organisations de santé ont le devoir, la responsabilité d'offrir ces ressources-là, donc d'organiser le travail, donner du temps, donner aussi des espaces pour être capable de pratiquer l'auto-soin psychologique. Mais si on revient à la définition, c'est un effort individuel. Et donc, ensuite, les gens qui œuvrent dans les différents secteurs de la santé et des services sociaux doivent prendre la balle au bon et justement se poser ces questions-là. Comment est-ce qu'ils peuvent mettre leur effort à contribution pour créer cet environnement-là, créer des interactions positives avec les patients. Et donc, ultimement, peut-être la conclusion un peu calinours, mais j'y tiens, donc que toutes les parties prenantes, incluant les patients dans les diverses organisations de santé, bénéficient d'une amélioration de la pratique de l'auto-soin psychologique ainsi qu'une diminution de la détresse morale chez les travailleurs et travailleuses de la santé. Donc, je vous remercie pour votre écoute et je suis prêt à répondre à vos questions.
On vous remercie à tout le monde pour votre écoute. Comme Francis l'a mentionné, on va débuter la période des questions. Donc, je vous invite à écrire vos questions dans le clavardage ou à lever votre main afin qu'on puisse vous passer la parole ou lire vos questions. Nous invitons également à ouvrir votre caméra et votre micro pour pouvoir adresser vos questions, vos interventions aux conférenciers. Alain Rondeau. D'abord, merci Francis. Oups, c'est ça. Vous m'entendez? Oui. Oui. Merci beaucoup Francis pour une présentation qui est à la fois très intéressante et aussi très, très bien montée. C'est très clair, ton discours est très précis et ça a beaucoup aidé à bien comprendre ces concepts-là et à en voir la portée et les limites. Ma question porte sur la résilience. Je- 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 J'ai beaucoup aimé tout ce qu'on pouvait faire pour améliorer l'auto-soin et diminuer la détresse morale, mais la résilience des personnes, et ce que je me demandais, puis peut-être tu n'as pas la réponse pour ça, là, mais euh, est-ce que, euh, est-ce que vous avez trouvé des aspects qui jouent sur la résilience? Est-ce que l'âge des gens, est-ce que leur ancienneté, est-ce que le type de fonction qu'ils ont joue sur la résilience des gens et je ne sais pas dans quelle mesure ça a pu jouer pour l'ensemble des résultats qu'il y a là. Ouais. D'abord, un grand merci pour les bons mots. Et ensuite, pour la résilience, là, j'ai pas les données devant moi, donc pour être capable d'aller identifier précisément donc qui était plus résilient ou quels étaient les antécédents de la résilience dans ce cas-ci. Mais on sait que c'est un sujet qui est très populaire dans le réseau de la santé et même, je dirais, parfois peut-être un peu galvaudé, à savoir de la résilience est-elle intrinsèque? Est-ce un processus? Et notamment, j'ai une amie et collègue, Anaïs Gali, récemment, qui a publié un excellent article exactement sur cette question-là. Donc, une autre recommandation de lecture, à savoir la résilience comme un méta construit, à savoir si on prend, ici, dans le cas de la santé, si on se dit que la résilience a la capacité à faire face à une situation adversariale, il y a fort à parier que le contexte à lui seul euh, incite ou nourrit une certaine forme de résilience. Le hic, c'est que il faut pas tirer l'élastique trop loin non plus. Donc, et aussi, puisque c'est un seul temps de mesure, on peut pas parler donc de causalité parce qu'on pourrait se dire, ben peut-être qu'au contraire, finalement, les gens qui ont le plus de temps et de ressources pour pratiquer de l'auto-soin, pour générer une ambiance de travail qui leur est constructive, mais ça aussi, ça nourrit leur résilience. Ça revient à mon exemple de journée difficile au bureau, c'est au contraire, vous êtes constamment entouré de gens avec qui vous pouvez collaborer, des interactions qui, même si parfois sont difficiles, dû à la nature de vos tâches, sont tout de même constructives. À terme, quand arrivent des moments complexes, des défis, de l'adversité, ben, vous êtes capable non seulement d'absorber ce choc-là, vous êtes capable d'aller plus loin, vous êtes capable d'apprendre à travers cette complexité. Donc là, ici, je ne suis pas en train de dire à des gestionnaires, générer des défis pour vos employés, il y en a en masse en santé. Mais c'est d'être capable justement de faire ces debriefings-là pour peut-être être capable de rebondir et d'aller plus loin suite à ces défis-là. Merci. Suivant, Denis Chenevert. Ouais, peut-être pour répondre sur la question de la résilience, naturellement, les déterminants de la résilience sont multiples. Il y a des éléments de personnalité derrière la capacité de faire face aux événements. Mais ce qu'on sait, c'est qu'en psychologie, la notion de flexibilité psychologique est un déterminant important de la résilience. Dans quelle mesure vous êtes capable de vous dissocier des événements auxquels vous êtes confrontés? C'est-à-dire de ne pas vous identifier en fonction des souffrances que vous vivez. C'est-à-dire que les gens vivent énormément de souffrances dans les réseaux de la santé pour différentes raisons. Ils ne doivent pas s'identifier à cette souffrance. C'est un événement
qui arrivent à un moment précis, mais c'est pas ça qui leur donne, c'est pas ça qui leur permet de s'identifier. Ils ne doivent pas s'accrocher à cet événement-là, mais considérer que l'événement est un élément qui est hors de leur contrôle de façon générale. Ils ne doivent pas donc altérer leurs valeurs propres relativement aux événements qu'ils vivent. Et donc, cette notion de flexibilité psychologique semble être un élément important de la capacité de résilience des individus. Donc, ça peut peut-être donner une réponse là, sommaire à cette dynamique de résilience. Moi, la question que je poserais à Francis, c'est on voit bien toute cette question d'auto-soin et l'importance des gens de s'investir dans la création d'un climat positif de travail. Sauf que derrière cet investissement-là, on se rend bien compte que les principaux acteurs de cette dynamique au sein des équipes sont souvent les superviseurs immédiats, les gestionnaires. Et ces derniers sont également dans des états d'épuisement avancés. Et donc, ils deviennent également un modèle pour les gens, mais un modèle qui est peut-être pas bon à suivre dans un contexte pareil. Donc, comment réussir à dissocier l'auto-soin de l'état de santé des gestionnaires qui sont des modèles pour les employés et qui, peut-être, par effet, comme tu sais, par effet de contagion, finissent par les contaminer dans leur état de santé. Donc, comment on réussit à se prémunir de cette dynamique-là? Je pense que c'est une excellente question qui, probablement au sein de la gestion des réseaux de la santé, en tout cas au Québec, ça fait 60 ans qu'on se pose la question. Est-ce qu'on a la bonne réponse à suivre? Mais je pense l'aspect des gestionnaires qui sont eux-mêmes justement victimes d'énormément de pression et, comme tu l'as mentionné, d'un certain niveau d'épuisement. Mais je pense que la logique qu'on présente aujourd'hui s'applique aussi à eux et donc on peut relever ça d'un autre niveau de mais comment est-ce que les hautes directions des différentes installations de santé peuvent offrir des ressources nécessaires aux gestionnaires à non seulement s'occuper de leur équipe, mais aussi à s'occuper d'eux-mêmes, parce que ça revient un peu dans cette logique-là de ne pas mettre la santé des patients, mais là ici, pour les gestionnaires, comment les outiller pour qu'ils ne mettent pas la santé de leur équipe au détriment de la leur. Donc même dans une entrevue, je parlais avec une coordonnatrice dans un CIUS qui disait moi, je suis capable d'en absorber, je vais protéger mes chefs d'unité, mais je sais que le jour où je vais m'en aller, ils ne seront pas capables d'absorber le choc. Et donc ici, il y a un peu, à travers le temps, on a un peu valorisé un peu le syndrome du héros, mais c'est particulier. Puis là, ici, je vais peut-être prendre un pas de recul sur la question que, justement, pour revenir à cet aspect de mission présente dans le réseau, ben, c'est pas anodin. Je pense que les gens ont une très forte vocation. Il faut juste pas instrumentaliser cette relation que les gens ont envers leur travail, envers leurs patients, envers la mission, pour finalement les pousser à l'extrême. Et donc, je pense qu'il y a vraiment cette réflexion-là à dire qu'est-ce qu'on serait capable de faire pour prendre soin des gens qui prennent soin de nous. Et ici, ça inclut tout à fait les gestionnaires et ça inclut finalement l'ensemble des paliers hiérarchiques. Et donc, ça incite à la réflexion de finalement, qu'est-ce qui fait qu'un individu est en santé, en bonne santé psychologique, mais qu'est-ce qu'une organisation de santé, comment est-ce qu'elle, on la rend en santé? Comment est-ce que ça rejoint un peu cet aspect de climat éthique, on peut pas, comment je pourrais dire ça, on peut pas oublier le fait que les gens sont en contact avec des patients, mais sont aussi en contact avec leurs différents gestionnaires. Puis Denis, tu l'as nommé, cet aspect de contagion. Et peut-être eux-mêmes, les gestionnaires étant tellement excédés, travaillent à l'excès, donnent l'exemple que travailler à l'excès, finalement, c'est ça la solution. Alors qu'on le voit, toutes les données nous disent c'est l'inverse. On l'a vu, même si c'était moins présent, la dépendance au travail a des effets tout à fait délétères sur la pratique de l'auto-soin aussi, ça augmente la détresse morale parce que justement, on est en train de se surinvestir à un degré où ça endommage notre propre santé. Et c'est pas faire un service aux patients de travailler à s'endommager la santé parce qu'après, à terme, ça vient compromettre donc la qualité des soins, voire même l'accès aux soins. Merci. Élodie Alain. Votre micro est fermé, on ne vous entend pas. Mais il n'est pas fermé, mais on ne vous entend pas. Est-ce que là, vous m'entendez? Oui, on vous entend. Oui. Super. Allez-y. Je m'excuse. Merci beaucoup pour la présentation. C'était vraiment
Très intéressant. J'ai deux questions. J'ai la première qui est en lien avec l'étude. La deuxième, si ça sort du champ, bah, vous me le direz. Ma première, c'est est-ce que vous avez des données un peu plus spécifiques pour le Québec où vous n'aviez pas assez de volume, ce qui fait que vous n'avez pas réussi à avoir des résultats significatifs? Et ma deuxième, c'est sur les causes, parce qu'on m'a parlé des causes au départ, les situations cliniques, contraintes internes, contraintes externes et la priorisation des coûts. Et là, je me dis, on essaie de trouver des solutions, puis finalement, est-ce que vous êtes revenu sur ces causes-là? Parce qu'il y a aussi la solution de réfléchir à comment on peut réduire les impacts de ces causes-là. Je ne sais pas, est-ce que vous avez des choses dans vos entrevues? Est-ce que ça faisait partie de l'étude ou est-ce que je suis hors sujet? Merci beaucoup pour les deux questions. Donc, pour le volet du Québec, oui, on avait suffisamment de répondants pour décortiquer, mais peut-être pas pour présenter des résultats à ce niveau de détail-là en 45 minutes, mais je pense dans le rapport, on y touche un peu. Et il faudrait que je retourne dans les données, mais de mémoire, il n'y avait pas quelque chose d'intrinsèquement spécifique au Québec, ce qui ressortait beaucoup davantage en termes de différence dans les différents leviers. C'était surtout au niveau des professions. Donc, par exemple, on avait vu que les infirmières vivaient significativement plus d'épuisement émotionnel que les autres groupes de professionnels, ce qui fait sens parce que ultimement, c'est le groupe qui est le plus présent à la fois dans l'échantillon, mais souvent aussi auprès des patients. Et donc, cette proximité-là, là, plus au niveau des entrevues, ce qui revenait souvent, ben, c'était de vivre avec la souffrance des patients. Donc, surtout pour des cas de situations de maladies chroniques, c'était particulièrement affligeant. Et sinon, pour revenir sur l'aspect des causes, je pense que c'est vraiment une excellente question de justement se dire, ben, si on connaît les situations cliniques, les causes internes et externes qui génèrent de la détresse morale, ben, agissons directement dessus. Et je pense que à toute fin pratique pour la notion de contrainte externe, le climat éthique et ces quatre sous-composantes que j'ai nommées peuvent agir au sens où au moins, si on essaye, si on commence à instaurer un système qui valorise l'expérience, les apprentissages, ben, ça devrait limiter ce risque-là de dissonance et même à travers les apprentissages ou des pratiques de développement des compétences. Ça peut aussi agir sur les contraintes internes où les gens seraient davantage, même, j'hésite à dire plus compétents, c'est pas ça, mais se perçoivent comme étant plus outillés pour faire face à des nouvelles situations ou des situations qui seraient potentiellement génératrices de détresse morale. Et donc, finalement, il nous reste les situations médicales, donc finalement en termes de traitement. Et ça, ici, ça arrive au-delà de ma propre expertise. Alors, je veux pas me lancer là-dedans. Je peux pas évaluer la qualité des soins. Moi, mon dada, c'est de voir mais comment est-ce que les gens réagissent à ces différentes pratiques-là. Mais je pense que oui, on a beaucoup encore de champs à défricher sur cet aspect-là de comment les gens perçoivent à la fois leur propre capital pour agir, mais aussi donc ce capital-là au sein spécifiquement de différentes organisations de santé et les contraintes que ça implique. Avons-nous d'autres questions? Je ne crois pas. Donc, on vous remercie beaucoup. Merci, Francis, pour la magnifique présentation, riche en contenu et en expérience. Nous vous invitons au prochain séminaire le 28 novembre à midi en virtuel, comme à l'habitude, qui aura comme sujet le concours dans l'œil du tigre, encourager l'innovation du terrain, de l'idée au projet pilote en un bond. Nous accueillerons les présentatrices Julie D'Entremont, directrice générale, soutien, administration et performance d'ICUS Centre-Sud, ainsi que Natalia Tourbina, adjointe à la directrice générale, adjointe également au soutien administration CIUS Centre-Sud. Je donne la parole à Denis Chenevert pour un mot de la fin et je remercie toute l'équipe et tous les invités pour la participation. Merci à tous de votre présence pour ce séminaire. Merci Francis pour la qualité de la présentation. C'était effectivement fort pertinent et très intéressant.
Et je rejoins les paroles d'Alain Rondeau sur la clarté des propos. Naturellement, il y a beaucoup d'autres données à traiter dans cette enquête. C'est un premier traitement et beaucoup de possibilités de croisement relativement à des différenciations régionales ou des différenciations occupationnelles. Donc, ce sont tous des dimensions qu'il va falloir aborder dans les futures analyses, mais c'est un des échantillons intéressants étant donné qu'on a quand même une bonne représentativité des différentes provinces. Je pense que ça va nous permettre de pouvoir poursuivre une meilleure compréhension de l'état de soins des soignants et du personnel de la santé. Donc, merci à tous et on se revoit au prochain séminaire du Pôle santé. Au plaisir.